Hey, salut à tous! C'est marrant tes cheveux. Tu vas retirer tout de suite ce que t'as dit, il n'y a aucun problème avec mes cheveux. Sinon, t'es qui? Une aubergine, bien entendu. Mais ça ne parle pas, les aubergines. Non mais tu as vu les précédentes vidéos? C'est moi, ni Fraf. Attends, les quoi? Incompréhension. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler de langage. C'est sûr que le script est tellement éclaté que ça se voit que c'est toi qui l'as écrit. Hein. Et de féminisme. Hein? Stop! Mais stop! Stop! Faut pas faire ça. On va perdre les abonnés. Bro, y a pas d'abonnés, y a que maman qui suit nos vidéos en fait. Le féminisme, tu disais? Que s'écoule un autre siècle, et nous apparaîtrons aussi risibles. Vous rendez-vous compte, dira le phytolinguiste aux critiques esthétiques, qu'il ne savait même pas lire l'aubergine? Ursula K. Le Guin est une autrice de science-fiction et de fantasy américaine née en 1929 et décédée en 2018. Fille de deux anthropologues, Theodora et Alfred Louis Kroeber, c'est sans doute l'une des écrivaines de SF à laquelle on a consacré le plus de travaux universitaires, exception faite de Philippe K. Dick. On peut citer parmi ses œuvres les plus fameuses La main gauche de la nuit, Les dépossédés, à ce sujet je vous recommande la vidéo de Steph, Les contes de Terre-Mère, qui ont notamment été adaptés par Goro Miyazaki, le fils d'Hayao Miyazaki, et un certain nombre de nouvelles, je vous recommande aussi la vidéo de Monsieur Phi sur Ceux qui partent d'Omélas. Connue pour son engagement anarchiste et féministe, elle a écrit un certain nombre d'analyses et nous allons aujourd'hui étudier un de ses concepts clés, titre de son premier recueil d'essais de conférences, Le langage de la nuit. Évidemment, sa pensée a changé au cours de sa vie, et Le Guin est revenu sur certaines de ses prises de position, en particulier l'usage des pronoms masculins dans La main gauche de la nuit. Il y a des différences marquées entre les deux recueils à disposition, donc Le langage de la nuit, dont les conférences sont datées de 1973 à 1977, et Danser au bord du monde, qui a été publié en 1989. D'ailleurs, la traduction française de celui-là date de cette année. Je vous le recommande, il est excellent. Et si vous voulez des sources en description, bien sûr, il y a le dossier de la revue Res Futura, qui est en accès libre. Les points de vue sont en train de changer, comme change la société tout entière. Des lecteurs cultivés acceptent le fait qu'un monde improbable et ingérable produira un art improbable et hypothétique. Ursula Le Guin qualifie les dépossédés d'utopie ambiguë, à la différence de l'Uchronie comme l'Atlantide de Platon qui situe son objet dans un hors-temps, uchronie, l'utopie prend place dans un hors-lieu, utopie. C'est un texte qui se focalise sur une société imaginée par l'autrice via les actions des protagonistes. La SF a un rapport ambigu au futur. Contrairement à une croyance commune, il ne s'agit pas d'anticiper l'avenir, mais de défamiliariser notre expérience du présent, pour prévenir des effets attendus dans le futur. Ce que Darko Suvin appelle l'étrangisation cognitive, montrer l'étrangeté d'objets du quotidien. L'écrivaine n'essaie pas d'imager un futur à une lectrice qui le vivra de toute façon jamais, au contraire, l'utopie tire sa force de notre incapacité à imaginer un futur autre. En lisant une utopie, nous faisons l'expérience d'une discontinuité formelle totale. C'est pourquoi Darko Suvin en fait un sous-genre de la SF. Thomas More, qui écrit l'Utopie en 1516, voulait prévenir l'émergence de la propriété privée. Pour cela, il utilise des matériaux du monde réel. Le passage du livre dans lequel le personnage de Raphaël Claudet dresse le portrait de l'Angleterre peut être qualifié de dystopie. Ensuite, More fait ce que Fredric Jameson nomme Word Reduction, c'est-à-dire qu'il simplifie pour chercher une solution unique à tous les maux. L'espace de la cour royale donne une puissance d'agir à ces personnages car c'est un endroit clos, limité, centre du pouvoir. Comme dans une expérience scientifique qui restreint les variables étudiées, la clôture, l'enclave, est un moteur de l'utopie. Enfin, cette littérature nécessite un jeu habile avec le principe de réalité pour rendre l'accomplissement du souhait de l'écrivain palpable. Les matériaux de Le Guin lors de l'écriture de La main gauche de la nuit en 1969 sont l'impérialisme américain, la guerre froide et la deuxième vague féministe. Son expérience de pensée est celle d'une société sans violence et sans guerre, et pour cela, elle décide de supprimer ce qui fonde cette violence selon elle, le principe masculin. Elle imagine donc une société androgyne où les individus sont tous à la fois hommes et femmes. Cela ne signifie pas la fin de la violence, mais la libération de certaines contraintes. En l'absence de principe masculin, l'idée de progrès n'apparaît pas, la technologie est assimilée plus lentement, les conflits ont une forme différente, etc. En somme, Le Guin refuse l'utopie comme écriture, ou elle le réserve à des autrices qui accepteront de tomber dans ses pièges. Malgré ce qui les oppose, la fantasy et la science-fiction supposent tous deux la création d'un univers plein, cohérent et radicalement autre.
Pour comprendre ce que Le Guin appelle langage de la nuit, il nous faut d'abord voir pourquoi les Américains ont peur des dragons. Au moins jusqu'à Game of Thrones. La fantasy est souvent classée dans le fourre-tout de la culture populaire. Elle a longtemps fait l'objet de lourdes réprobations morales. Ursula Le Guin montre que cette animosité n'est pas tant liée à une opposition au genre qu'à la fiction en tant que telle, condamnée tant par les progressistes, parce que c'est de la littérature irréaliste pour fachos, présentant un monde manichéen simpliste avec des orques et des trucs comme ça, tu vois, et pour les conservateurs parce que c'est pas de la culture, voire parce que c'est diabolique. C'est une vraie histoire, hein. Elle est vue comme une écriture pour marginaux ou pour enfants qui se lit pour le plaisir, ne transmet pas de valeurs morales ou des valeurs douteuses pour une société élevée sur le culte du travail, le productivisme, le puritanisme et la quête de richesse, à la limite pour les profs de lettres parce que c'est leur boulot, mais c'est tout. Et encore, moi je lis que les best-sellers. Ou alors le top 100 des meilleurs romans de l'histoire. J'ai aussi un compte sur Sens Critique. Je suis un horrible personnage. Les occupations de la fantasy répondent à des intérêts diamétralement opposés à ceux du vrai monde. Elle apparaît comme un échappatoire, une fuite du principe de réalité. Pourtant, nous allons voir que si les adultes ont peur des dragons, c'est parce qu'ils existent pour de vrai. Mais il me semble qu'il n'a pas du tout d'habit, observa un petit enfant. Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocence, dit le père. Et bientôt, on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l'enfant. Il y a un petit enfant qui dit que le grand-duc n'a pas d'habit du tout. Il n'a pas du tout d'habit, s'écria enfin tout le peuple. Tolkien explique que les contes de fées ont été rangés dans la littérature jeunesse car les adultes pensaient qu'il n'y a que les enfants pour y croire. Il serait plus facile pour eux de suspendre leur jugement pour admettre certains points sans lesquels le récit n'aurait pas lieu d'être, ce que Coleridge appelle la suspension consentie d'incrédulité, comme par exemple on admet tout à fait la force dans Star Wars, la magie dans Harry Potter. Tolkien, de son côté, préfère l'expression créance littéraire, car c'est parce que les enfants ne sont pas encore plongés dans le monde absurde des adultes, avec ses contraintes de profit, qu'ils sont capables de saisir qu'on leur présente une autre réalité, un monde secondaire, distinct de leur monde premier. Au contraire, les adultes qui lisent de la fantaisie doivent, eux, faire l'effort de suspendre temporairement leur crédulité. C'est pourquoi, selon Tolkien, la fantaisie ne doit pas utiliser de subterfuges, comme les rêves, car tout ce qui s'y déroule est vrai, tout ce qui se déroule dans le monde secondaire est nécessairement vrai. Comme on va le voir, les femmes sont aussi susceptibles de faire preuve de créance littéraire, car les injonctions qu'elles subissent diffèrent de celles des hommes. On ne leur demande pas de réussir, mais de rester à leur place. Cette position les rend plus ouvertes à un principe de littérature qui n'apporte rien d'utile dans le monde des hommes. Attention, je parle là bien de la forme littéraire, et pas de la façon dont elle a été employée. Remarque, pour la suite de la vidéo, il ne s'agit pour Le Guin ni de dire que la situation des femmes ou des minorités est naturelle, ni qu'elle est universelle. Si elle les incite à raconter des histoires, c'est parce qu'elles pensent que, contrairement à l'opinion commune, leur vécu ne rend pas leur récit moins pertinent. Et leur inventivité littéraire est, selon elle, d'autant plus propice à la fantaisie que leur expérience de vie est marginalisée. Un dragon, s'il n'est pas habilement plagié ou fabriqué en série, s'il est une créature maléfique, menaçante, inexplicable, qui sort en rampant de l'inconscient de l'artiste, est un être vivant, horriblement vivant. Il nous fait peur parce qu'il fait partie de nous. Les fées sont des êtres surnaturels. Le superlatif montre que c'est l'homme qui est le moins naturel. Lui et son monde sont surnaturels. Tolkien estime que la déformation historique qui a rendu les fées petites est un produit de l'œuvre de rationalisation scientifique, qui veut les faire disparaître. Pour lui, les contes de fées sont des histoires non sur les fées, mais sur la féerie, un monde secondaire qui n'existe qu'en relation avec le monde premier. Le Guin s'appuie sur les travaux du psychiatre Carl Gustav Jung, que je ne connais pas du tout, donc je vais juste vous dire ce qu'elle en dit. Pour Jung, il y a le moi, enveloppé dans la psyché. Celle-ci est construite collectivement. C'est ce qui distingue la foule solitaire des moi, incapables de communiquer, de l'inconscient collectif d'où sortent les archétypes, comme les dragons. Les archétypes sont des formes structurales a priori de la matière de la conscience. C'est-à-dire qu'ils existent avant nous, comme la langue, par nous et à travers nous, par notre action. L'intuition mythologique est un premier mode d'explication du réel. De tout le réel, de la boule de feu qui tombe du ciel, à pourquoi c'est le roi ce gros bolos qui dirige et pas moi. Alors que j'ai nettement les compétences. C'est qui a tué le dragon ? Bon, après il est tombé un peu comme ça, là. Pas compris. Il y avait aussi Joe qui était là. Bah du coup maintenant il est barbecue. Mais c'est quand même bizarre, hein. Il volait pas le dragon. Le mot science, dans science-fiction, est souvent mal compris parce que c'est lui aussi un archétype. Ce que nous appelons science, dans notre inconscient collectif, c'est l'idéologie de progrès par la connaissance positive. C'est pour ça qu'on illustre la science par des ingénieurs qui construisent des vaisseaux spatiaux du futur,
Alors qu'en réalité, la science, c'est plutôt des vulcanologues qui s'envoient des pavés pour discuter des catégories de volcans. Enfin, contrairement au sens commun, les contes de fées ne présentent pas une morale manichéenne simpliste, mais une vertu convenable. Franchement, vous faites lire à gosses Hansel et Gretel, et à la fin, Gretel, elle pousse la sorcière dans le four, pour qu'elle brûle dans les flammes de l'enfer. Sérieux, si vous le prenez premier degré, et j'ai des doutes sur votre morale. Vous enseignez à vos gosses de brûler les gens. Bon, ça se fait. Mais il faut mettre la cuisson, je sais pas où je vais là. Par contre, le soi-disant réalisme littéraire, sous prétexte de présenter la vraie réalité du monde véritable, il use à fond des stéréotypes et des essentialismes. Je vais pas vous faire un schéma, mais quand on considère que le réalisme c'est dépeindre un certain ordre social avec un héros blasé sur la vie qui va chez les prostituées pour dire que les féministes empêchent son épanouissement sexuel, par contre dans ce monde il faut bien un état et des policiers et des armées, parce que ça c'est nécessaire, et ça c'est réaliste, j'appelle ça de la subversion de salon moi. Alors que c'est donc ça, un écrivain. Quel bouffon. Bref, la fantaisie, c'est le langage du moi intérieur, qui se sert des archétypes pour communiquer. C'est un pur jeu en soi et pour soi, c'est deux enfants qui disent « faisons les dragons ». Le Guin évoque les dialogues de fantaisie. Quand on entend des elfes parler, on doit sentir un nouvel accent, une variation. On n'est pas à Plougastel là. Un elfe il dit pas « je te l'avais bien dit ». Trop souvent, la fantaisie est représentée sans inventivité, pour justifier des situations sociales à coups de héros sous testostérone ou à des fins commerciales. Ce que le Guin veut prévenir. Empêcher les écrivains d'installer des places de parking dans la féerie, et en faire une simple aire de promenade. La féerie doit être un lieu complètement autre. Les archétypes et les symboles servent à communiquer, à associer les imaginations, les imaginaires, et c'est pour cela que le jeu de rôle papier et les jeux de société ont été parmi les plus importants moteurs de la fantaisie. La SF féministe, elle a eu ses fanzines, ses fandoms, ses cosplays, en particulier de la Servante écarlate de Margaret Atwood, ses fanfictions, notamment les Amazones libres qui se situent dans l'univers de Marion Zimmer Bradley. C'est un environnement vivant, une réalité concrète. Du coup, vous voyez pourquoi les Américains, et les adultes en général, ont peur des dragons. Hic sunt dracones. Ici sont les dragons. Vous savez, ces petits motifs de créatures mythiques qu'on dessinait sur les zones des planisphères et dans les coins des cartes, là où on ne savait pas encore ce qu'ils s'y trouvaient. Les dragons sont des archétypes. Ils représentent la nature, l'inconnu, les frontières, l'autre, en bref, la liberté. Les adultes ont peur de la liberté. Coucou à mon copain Sartre. Les dragons se situent aux érèmes, l'inhabité, la nuit, l'inconnu, dont l'espace change au fur et à mesure des avancées de l'écoumène, l'habité. Ça tombe bien parce que l'organisation spatiale au centre des histoires de Le Guin s'appelle l'écumène. Les hommes ne peuvent pas sauter les grands vides, mais les idées le peuvent. Qu'est-ce donc qu'un Ancible, Chévec? Une idée. Dans son cycle de science-fiction, l'humanité est apparue sur une planète nommée 1, ou Ain, mais je vais l'appeler 1 ici, qui s'est étendue dans l'univers, et suite à une catastrophe, le lien était coupé entre les différents mondes. Ces aventures racontent donc la prise de contact entre la Terre et 1. La première va fonder une Ligue des mondes, mais son interventionnisme va la perdre. Lui succède l'écumène. Il s'agit d'une organisation qui procède désormais par la patience et le non-agir, cher au taoïsme de Le Guin. Elle envoie des émissaires un peu partout, peu nombreux, sur les planètes, établir des contacts entre les différentes communautés tout en préservant des principes de base. Par exemple, elle refuse l'adhésion en cas d'esclavage. Elle fonde des centres de communication sur chaque planète et utilise l'Ancible, une technologie de communication intersidérale instantanée née de la rencontre entre deux mondes comptés dans les dépossédés. Le Guin résout le problème de la synthèse utopique enfermée dans un non-lieu où le temps n'a plus cours. Elle ne met pas fin aux contradictions en proposant des mondes parfaits comme dans l'utopie, mais elle utilise ses personnages pour proposer des ethnologies, explorer, créer des liens de parenté. Les récits sont éparpillés, sans temporalité fixe, empêchant le principe même de clôture. C'est en cela qu'il s'agit d'une utopie. Ursula Le Guin refuse le catastrophisme de la dystopie ou de l'anti-utopie, elle se sert de la forme même de son écriture pour construire son ailleurs, son nowhere. Tous les romans commencent par une vieille femme assise en face de soi. Virginia Woolf décrit Mrs. Brown, une femme qu'elle a vue dans un train discuter avec son compagnon, à la fois très petite et très tenace, très frêle et très héroïque. Est-ce qu'un personnage aussi empli d'humanité que Mrs. Brown a sa place sur un vaisseau spatial, se demande Le Guin. Oui, quand il s'agit d'un monde comme Islandia de Austin Chapman Wright. Non, quand il s'agit des ouvrages de l'âge d'or de la SF virilistes et hiérarchistes, comme on l'a vu. L'imagination sociale de la SF permet de vivifier l'autre, à travers un archétype. Le robot ouvrier, l'alien l'étranger, le cyborg l'anormal. Mais l'autrice doit, elle aussi, inventer un univers entier et se trouve sur une corde tendue entre un univers qui écrase tout son œuvre et un héros qui assujettit son monde à sa destinée. Jusqu'à là,
l'archétype de l'ASF. C'était le conquistador, le héros de Jules Verne, super positiviste, intelligent, qui soumet la nature. Il se perd sur une île déserte, aucun problème, il construit un télégraphe, fabrique des fusils et de la poudre, limite quand on revient le chercher, mais c'est fini, le mec a fondé son entreprise, sa start-up sur l'île. Alors après je suis super mauvaise foi parce qu'en fait j'ai plein de Jules Verne là, j'adore, notamment 2 ans de vacances, c'était stylé. Ursula Le Guin développe la théorie du sac à provisions. Les histoires sont comme des grands sacs qui nous permettent de collecter et d'énoncer les affaires qui nous font vivre. Elle s'oppose aux histoires où tout tourne autour du héros et ses bonnes grosses couilles. Tiens, une femelle abandonnée sur une planète déserte. Je vais l'aider. Les histoires doivent retrouver des personnages mémorables tout en insistant sur les autres points de vue. Faire de l'humanité autre chose qu'un obstacle sur la route du héros. Il s'agit de réinsérer des personnages humains subjectifs et arrêter avec ces récits dramatiques où des auteurs masculins prennent leur crise pour celle de la civilisation tout entière. Cette mise en valeur d'autres formes de récits est cruciale, car les femmes ne manquent pas seulement d'un lieu pour écrire, mais manquent d'histoire, car leur vécu n'est pas le composant des grands récits héroïques. Il est trivial au sens des hommes. Faire des enfants, les élever. Le Guin estime que la maternité doit redevenir une source d'inspiration pour en finir avec les logiques narratives du conflit et de l'héroïsme. Elle refuse la séparation radicale entre les tâches triviales et l'œuvre d'écriture. Ce principe féminin n'est pas une naissance naturelle, mais un vécu. Les domaines traditionnellement alloués aux femmes sont des périmètres où l'ordre se dispense de la coercition. La langue des femmes, comme tous les langages de la nuit, s'oppose à la langue du pouvoir. Sa forme n'exprime pas les mêmes injonctions de réussite ou de performance, mais révèle des souhaits plus subjectifs et humain. L'intérêt de la science-fiction, c'est que l'écrivaine est une créatrice de monde. Elle ne doit pas se laisser emporter et jouer subtilement avec le principe de réalité en trouvant dans son expérience des matières à étrangiser. Un certain Poul Anderson avait un jour écrit pour le bulletin de l'association des écrivains de science-fiction un article intitulé « Comment créer un monde ?» où il détaillait de manière très précise des éléments physiques et mathématiques pour créer des planètes réalistes. Parmi les lettres des lecteurs et lectrices enthousiastes, il y a reçu celle-ci. Monsieur Anderson, ce n'est pas comme cela que je travaille. Bien à vous, Dieu. Mais ni Anderson ni les écrivains et écrivaines de SF n'ont tenu compte de l'opinion de Dieu. Créer des mondes leur sert à expérimenter et étrangiser la réalité. Dieu, lui, ne fait que s'amuser. Il est bien plus difficile d'être une déesse. L'histoire est le type de récit que racontent les humains souffrant d'exceptionnalisme. L'ordre du discours est idéologique. Le langage de la nuit, c'est une forme de discours, ici celui des femmes, qui nous fait prendre conscience que les autres discours, ici ceux des romans de SF, sont situés. C'est un geste spéculatif qui prévient une fantaisie restreinte à la culture de masse et une science-fiction qui se réduirait à des fantasmes virilistes, conquérants et bellicistes. Voilà, donc cette vidéo est finie, n'hésitez pas à vous abonner, la prochaine vidéo sort dans quelques jours, et promis, on revient de la science-fiction sympa avec des super vaisseaux et des gros canons. Mais, t'as vu la vidéo? La quoi?